Analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Depuis 50 ans maintenant, diplomates, diplomatie et discours tournent en boucle autour d'un différend qui ne dit pas son nom, un conflit entre le Maroc et l'Algérie maquillé en querelle d'autodétermination par procuration. Mais aujourd'hui, les cartes semblent redistribuées. 3 des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont officiellement validé le plan d'autonomie marocain. Et ce n'est pas une adhésion diplomatique de façade. Les États-Unis avaient initié le mouvement, la France ne cache plus son alignement et Londres a récemment franchi le pas du soutien explicite. Même la Chine et la Russie, prudentes, n'opposent pas de veto, préférant le jeu de la neutralité intéressée. Et pendant ce temps, le Polisario multiplie les provocations, comme ces frappes récentes sur la ville de Smara. Des actes qui achèvent de le discréditer sur la scène internationale et renforcent les voix, y compris au Congrès américain, qui demande sa classification officielle comme organisation terroriste. Faut-il alors en finir une bonne fois pour toutes ? Certains plaident pour une résolution onusienne qui acterait définitivement la marocanité du Sahara, d'autres pour la sortie du dossier de cette fameuse 4e commission et son transfert à l'Assemblée générale. Une dissolution de la MINURSO est même évoquée par certains. Mais la grande inconnue reste bel et bien l'Algérie. Peut-on clore un conflit sans la partie qui la nourrit, financée, entretenue pendant de longues années ? Peut-on lui imposer la paix ou doit-on attendre encore que les intérêts géostratégiques convergent au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Nous allons en parler ce matin avec vos 2 décodeurs du jour, Jawad Kardoudi et Yassine Liatioui. On en parle juste après le point info signé Zeynep Joudi. À tout de suite. Tic Matin. Les décodeurs d'Atlantique Matin en ce mercredi 2 juillet 2025. Je suis ravi d'accueillir sur ce plateau les 2 décodeurs du jour, Jawad Kardoudi, président de l'IMRI. Bonjour si Jawad. Bonjour, c'est Abdelali. Et Yassine Liatioui, expert en relations internationales, chercheur associé à Neige Maroc. Bonjour Yassine. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous allons parler évidemment ce matin du dossier du Sahara marocain. Alors il est indéniable qu'il y a une dynamique diplomatique très positive en cette année 2025, très favorable au Maroc, avec des soutiens de poids sur la scène internationale. Comme j'ai dit en introduction, 3 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sur 5 qui valident désormais le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Maintenant, la question qui se pose et que l'on peut se poser, et ce serait une très belle entrée en matière pour notre discussion d'aujourd'hui, c'est l'impact de cette dynamique positive sur le processus politique onusien qui, lui, répond à d'autres considérations peut-être que les relations bilatérales entre États. Et donc, j'aimerais avoir votre avis pour commencer sur cet impact potentiel. On suivra avec beaucoup d'intérêt, évidemment, ce qui se passera au siège des Nations Unies en octobre prochain. Et on peut d'ores et déjà en parler aujourd'hui. Je commence par vous, Yassine Liatioui. Qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique positive et de son impact justement sur le processus politique à l'ONU ? La dynamique est excellente, menée par une diplomatie proactive du Royaume au sein des grandes puissances de ce monde et au sein donc de 3 de 5 pays du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et mon analyse sur cette année 2025, je pense vraiment que l'administration américaine, elle restera fidèle en fait à la décision qu'elle a menée en décembre 2020. Parce que par ricochet, en fait, la marge de manœuvre de Staffan de Mistura, en fait, elle restera étroite, puisqu'il risque en fait de perdre son mandat d'émissaire et onusien s'il fait obstruction en fait à l'orientation de la France et des États-Unis, sans compter désormais aussi celui donc du Royaume-Uni. Donc s'il va à l'encontre, en fait, il va perdre en crédibilité dans ce cas. Et puis il y a aussi désormais au sein des États-Unis ce processus législatif et cette loi proposée donc à la fois par Joe Wilson républicain, mais également par Panetta démocrate, sur le fait de considérer le Polisario comme groupe terroriste. Et à mon avis, cet ajout législatif au sein du Congrès américain donnera encore plus de crédibilité s'il est validé au Congrès avant la session d'octobre. Et désormais, en fait, l'objectif du Maroc dans les semaines et mois à venir, durant en fait cet été 2025, c'est de convaincre à la fois la Chine d'être dans ce processus onusien mené par les 3 autres, et puis essayer de convaincre la Russie
Russie de rester abstentionniste. C'est l'analyse pour avoir un processus politique définitivement réglé par le processus onusien à la fin octobre. Jawad Kardoudi, vous, quelles sont vos attentes par rapport à cette session de discussion à l'ONU sur le dossier du Sahara ? Alors tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Taoui, que j'ai le plaisir de revoir à nouveau. Alors d'abord, je partage le fait que nous sommes dans une excellente position. Parlez devant le micro, comme ça on peut vous entendre. Une excellente position par rapport au passé. Vous l'avez dit, les États-Unis, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, plus 11, j'insiste aussi, 11 membres du Conseil de sécurité nous sont favorables. Il n'y a que 4 où la position n'est pas très précise pour le moment. C'est la Colombie, la Lettonie et, comme l'a dit Sissi Ataoui, la Chine et la Russie. Donc nous sommes dans une excellente position diplomatique sur cette question. Maintenant, elle est complexe. Je ne veux pas être négatif, mais notre rôle, nous, en tant que chercheurs, c'est d'essayer de voir... Alors pourquoi elle est complexe ? Expliquez-nous. Alors elle est complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Je vais juste les citer. Il y a d'abord, quelle résolution va prendre le Conseil de sécurité ? Pour nous, la meilleure serait une résolution contraignante du Conseil de sécurité. C'est-à-dire de dire, après 50 ans de ce problème, eh bien, la seule solution, c'est le plan d'autonomie. Donc, nous donnons instruction à l'envoyé personnel de travailler uniquement sur cette position. Ça serait pour nous... Oui, mais justement, c'était le sens de ma question, parce que nous avons pris pour habitude de lire et d'entendre les mêmes éléments de langage dans les différentes résolutions adoptées au cours des dernières années. Donc la question que je vous pose et que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la donne va changer ? Est-ce qu'en octobre prochain... Je suis en train de vous dire. Pour nous, ça serait la meilleure. Maintenant, ce n'est pas sûr. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, nous avons les 3 membres qui sont avec nous qui pourraient pousser à prendre cette solution la plus favorable pour nous. Mais il y a la Russie qui, comme vous le savez, ne votait pas les résolutions, mais ne votait pas non plus contre. Et puis il y a la Chine qui votait les résolutions. Donc, est-ce qu'ils les 3 vont convaincre la Chine et la Russie d'aller jusque-là ? Parce que ça, si vous voulez, c'est la position maximum. Ou bien, est-ce qu'ils vont trouver encore, si vous voulez, une résolution mi-figue, mi-raisin ? Parce que vous savez, au Conseil de sécurité, et surtout les 5 grands, chacun défend aussi ses propres intérêts et peut se servir de la question du Sahara pour faire passer ses propres intérêts. Oui, mais donc c'est des négociations. Vous avez raison sur plusieurs sujets, c'est le cas effectivement. Notamment les Russes et les Chinois d'un côté et puis les Américains et les Occidentaux de l'autre s'affrontent sur des sujets qui ne les intéressent pas forcément. Maintenant, il me semble que ce n'est pas forcément le cas sur le dossier du Sahara marocain, puisque jusque-là, comme je l'ai dit en introduction, on a observé une certaine forme de neutralité favorable ou positive au Maroc de la part et de la Russie et de la Chine. C'est-à-dire que les deux pays ne s'opposent pas forcément aux résolutions rédigées par le penholder américain. Alors, pour répondre à votre question, c'est possible. Je reviens toujours à la résolution la plus favorable pour nous, c'est-à-dire la résolution contraignante. Ils peuvent, et l'article 6 de la charte le permet, ils peuvent aussi transférer le problème à l'Assemblée générale. Oui. C'est aussi une possibilité. Et le sortir surtout de cette fameuse 4e commission. Voilà. Et là, Nous avons, j'ai fait le décompte, nous avons à peu près 160 pays de l'Assemblée générale qui nous sont favorables. Donc même si ça passe à l'Assemblée générale, mais l'Assemblée générale, ça sera plus laborieux. Il faut réunir l'Assemblée générale, il faut faire, etc. Donc il y a cette possibilité. Il y a aussi l'avenir de la MINURSO.
Est-ce que le Conseil va décider sa disparition ou sa réduction? On sait que Donald Trump n'est pas favorable à toutes ces opérations. Si on est logique et si les uns et les autres sont logiques, effectivement, parce que je l'ai dit en introduction, certains appellent à la dissolution de cette mission qui n'a plus de raison d'être, puisqu'elle a été instituée. D'ailleurs, l'acronyme avait bien une signification, c'est la mission onusienne pour le référendum au Sahara. Bon. Si aujourd'hui la réalité du terrain n'est plus favorable à un quelconque référendum et que le plan d'autonomie marocain est la solution la plus viable et la plus appuyée à l'échelle internationale, effectivement, la question peut éventuellement se poser d'un non-prolongement. Oui, la parole doit circuler. Mais après, je reviens vers vous, parce que la parole doit circuler. Yassine Latéwi, sur la question de la MINURSO. Sur la question de la MINURSO, il faut voir véritablement désormais un processus mené par l'appareil onusien d'une solution politique. Et non plus de ce référendum qui n'a plus lieu d'être, étant donné qu'elle n'est plus d'actualité. Comme l'a très bien dit aussi M. Kerdoudi, Donald Trump est contre toutes ces missions menées par l'appareil onusien et dont également les États-Unis sont des contributeurs financiers et économiques importants. Il souhaite continuer dans sa politique unilatérale où les États-Unis souhaitent avoir une vision et une diplomatie centrée sur les intérêts américains. Je pense que la session d'octobre va être menée avec cette thématique principale première qui est la MINURSO. Je pense qu'il y aura concrètement et véritablement le noyau dur en fait des négociations au sein de l'appareil onusien à New York se concentrera en fait sur cette thématique pour ensuite amener après peut-être à la rédaction d'une proposition concrète. Et je pense également que le Maroc a un avantage aussi sur la session d'octobre, c'est toute cette réalisation dans les provinces du Sud où le Maroc désormais considère pleinement ces provinces du Sud comme appareil économique important et au sein de l'appareil onusien, voir toutes les améliorations menées dans ces provinces du Sud va à l'avantage en fait du Maroc. Et surtout avec ce projet du port de Dakhla Atlantique qui est désormais non plus un projet à long terme mais un projet moyen terme étant donné qu'il est sous une vision 2030. Donc la dynamique est bonne, la dynamique est excellente. Désormais, il faudra vraiment mener des incitations économiques pour le Maroc afin de convaincre Pékin de mener pleinement un projet pour une reconnaissance plénière. On va poursuivre le débat avec vous, messieurs, mais ce sera juste après le journal qui vous sera présenté dans quelques instants par Zeynep Joudia. Tout de suite. D'Atlantique Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Jawad Kerdoudi et Yassine Liatioui. On parle ce matin du dossier du Sahara marocain. On essaie de nous projeter vers le mois d'octobre prochain pour essayer d'anticiper un petit peu les nouveautés de cette année en matière de négociations dans les couloirs du siège des Nations Unies. Et on essaie effectivement d'essayer de comprendre les mécanismes qui pourraient faire basculer définitivement ce dossier dans un règlement définitif. Et il y a un élément effectivement que nous avons abordé en première partie d'émission qui pourrait changer la donne. Et je vous pose la question justement sur cet élément-là, à savoir la classification probable côté américain, Washington, du Polisario comme étant une organisation terroriste. Est-ce que selon vous, c'est un élément, Jawad Kerdoudi, qui va forcément avoir un impact sur le processus politique au sein des Nations Unies? Parce que par définition, la donne va complètement changer, parce qu'on va passer d'un sujet où les Nations Unies appellent deux parties à négocier ou à dialoguer, à une configuration dans laquelle un État fait face à une organisation terroriste. Alors, avant, si vous permettez de répondre à votre question précise sur le Polisario, je voudrais revenir à votre question précédente concernant la MINURSO. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Taoui. Effectivement,
l'objet de la MINURSO, qui était l'organisation du référendum, n'existe plus, puisque même l'ONU a éliminé cette hypothèse dès 2001. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais 2001, c'était. Maintenant, toujours d'après mon analyse, j'espère effectivement qu'il y aura un consensus pour la suppression de la MINURSO. Cependant, le deuxième objectif de la MINURSO, c'était de surveiller le cessez-le-feu de 91. Oui. Il y avait deux objectifs. Là aussi, il y a une défaillance, parce que le cessez-le-feu a été rompu de manière unilatérale par le Polisario en 2020. Oui, mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, je vous laisse terminer, mais c'est un échange, vous savez. Oui, c'est un échange. Mais du fait des attaques répétées du Polisario, je rappelle en 2023, Smara, en 2024, Mhbs, en 2025, encore Smara, certains membres du Conseil ou même l'ONU peut dire ce rôle de la MINURSO pour surveiller le cessez-le-feu total n'est pas encore réalisé. Et c'est pour cela que nous demandons à ce que la MINURSO reste, peut-être avec une réduction de ses effectifs. Moi, ce que je pense, c'est le maintien de la MINURSO avec une diminution de ses effectifs, parce qu'il y a toujours ces attaques Et d'ailleurs, après l'attaque du 27 juin 2025 à Smara, les agents de la MINURSO sont allés sur le terrain. C'est-à-dire, ils continuent à faire leur rôle et à faire rapport au secrétaire général. Donc ça, c'est mon point de vue, je ne sais pas. Alors, pour répondre maintenant à votre seconde question, sur le fait de transformer le Polisario en organisation terroriste, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça serait effectivement une décision décisive, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus un mouvement qu'ils disent de libération, ça devient une organisation terroriste. Et avec une organisation terroriste, on ne négocie pas. Et donc, j'espère que cette initiative, d'ailleurs bipartisane des républicains et des démocrates, puisse aboutir et que effectivement le Polisario soit mis sur la liste des mouvements terroristes. Oui, mais la question, c'est est-ce que cette reconnaissance, si elle a lieu, américaine, de la classification du Polisario comme étant une organisation terroriste, sera forcément suivie au niveau des Nations Unies? C'est ça la question, parce que côté américain, vraisemblablement, se dirige vers une classification formelle de ce groupe comme étant un groupe terroriste. Maintenant, la question qui se pose, parce qu'on parle du processus politique au niveau des Nations Unies, qu'on le veuille ou non, c'est un passage obligé pour le Maroc pour régler définitivement politiquement cette question. Est-ce que vous pensez sincèrement que la vision américaine sera automatiquement adoptée par l'Organisation des Nations Unies? Alors, ça sera déjà une avancée très importante. Vous savez, lorsque les États-Unis mettent un mouvement dans la liste terroriste, d'abord, en général, l'Europe suit. Vous savez, l'Europe suit, c'est déjà bien. Et donc, je considère que c'est très important. Et je suis d'accord avec vous. C'est pas ça. Comme je vous l'ai dit, le problème est complexe, juridique, politique, etc. Mais ça sera encore une avancée vers la conclusion définitive de ce problème. Yacine ? Moi, je pense qu'elle pourrait suivre parce que de l'autre côté, en fait, le Royaume propose un récit qui est, on va dire, à l'opposé de cette classification du groupe terroriste. Parce qu'en fait, le Royaume du Maroc, désormais, a un récit politique et diplomatique qui tourne autour d'un triptyque très clair. Tout d'abord, le développement intégré donc des provinces du Sud, qui renforce en fait la stabilité donc régionale, et elle limite aussi toutes les questions d'instabilité avec la question sahélienne. Et on sait que l'Organisation des Nations Unies est très sensible à cette question du Sahel, qui gangrène l'Afrique de l'Ouest depuis de nombreuses années et même désormais de nombreuses décennies. Et avoir un Maroc qui stabilise ces provinces du Sud
Sud, qui est une zone tampon et en relation directe avec cette Afrique sahélienne, eh ben, en fait, elle est en cohérence avec les objectifs de paix et de sécurité prônés par la charte onusienne. Il y a également le second angle du triptyque diplomatique marocain, c'est le modèle de développement saharien qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable, qui est également une chasse gardée très claire de l'Organisation des Nations Unies. Tout ce qui tourne autour des énergies propres, des partenariats internationaux, de l'éradication de la pauvreté, cela renforce l'argument donc d'une souveraineté qui est porteuse de progrès qui est réellement socio-économique. Et puis le troisième angle mené également par le Royaume, c'est qu'à l'approche de la prochaine résolution, la prochaine session du Conseil de sécurité en octobre prochain, le fait qu'un vote mené sous le récit américain qui organise également ce récit autour du fait que le Polisario est considéré comme une organisation terroriste, et ben ça engage en fait ça va engager, ça va amener une dynamique de pleine reconnaissance en fait onusienne de l'initiative marocaine d'autonomie, en fait qui apparaît de plus en plus réaliste et qui en plus offre une issue définitive à un conflit qui va en plus atteindre donc bientôt les 5 décennies, et cela emmènera également une grande victoire aussi de la vision royale, parce que l'objectif c'est que le 6 novembre prochain, nous sommes à 50 ans, nous fêterons les 50 ans de la Marche verte, et je pense que cette session d'octobre en fait est désormais un travail d'arrache-pied du palais, de l'ensemble également de la délégation diplomatique menée par Monsieur Bourita, et je pense que la dynamique est vraiment très très bonne pour avoir une réelle décision, peut-être pas au moins définitive, mais très positive pour la résolution marocaine. Oui, en tout cas, ce qu'on espère et ce qui serait dans la suite logique des choses, c'est un basculement du statu quo vers autre chose. Ce autre chose reste à définir, mais j'imagine et je pense sincèrement que les uns et les autres ne comprendraient pas qu'au bout de la session du mois d'octobre prochain, on soit toujours dans une situation de statu quo. Si les mêmes éléments de langage, la même résolution ou le même rapport soumis au secrétaire général est reconduit ou sont reconduits, c'est vrai qu'il y aura un décalage complètement fou et abyssal entre la réalité du terrain et la réalité de l'évolution diplomatique de ce dossier et ce que fait l'ONU sur ce dossier du Sahara. Maintenant, on va ouvrir le chapitre de l'Algérie, parce que là, c'est le fond du problème, il est là. Si j'ose une comparaison entre ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe dans notre région, l'Iran a des proxys dans la région pour essayer de défendre ses intérêts. On peut logiquement et franchement, en toute logique, dire que dans cette affaire, l'Algérie utilise le Polisario comme un proxy pour nuire aux intérêts du Maroc. Est-ce que ce narratif-là, justement, qui n'est pas un narratif imaginaire ou inventé, mais qui reflète la réalité et dont nous sommes intimement convaincus au Maroc, est-ce que ce narratif-là, vous pensez qu'il fera son petit bout de chemin au niveau de l'Organisation des Nations Unies ? Je pense comme vous que le point d'achoppement de cette question du Sahara marocain est effectivement l'Algérie. Quoique, je rappelle, les deux grands pays qui défendaient le Polisario, c'était l'Algérie, bien sûr, et l'Afrique du Sud, ne l'oublions pas. Or, il y a eu une évolution, il faut le rappeler à nos auditeurs. On l'a déjà fait, c'est le parti de Jacob Zuma, oui. Ça a déjà été fait, mais je le rappelle quand même. On n'a pas beaucoup de temps, Jawad. Bon, alors je le rappelle parce que c'est important. Maintenant, comment, effectivement, il faut une pression des États-Unis sur l'Algérie. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que les États-Unis, comme vous l'avez dit, je ne demande pas que les États-Unis attaquent militairement l'Algérie, comme ils l'ont fait avec l'Iran. Non, je le dis, c'est pas ça. Mais sur le plan diplomatique... Non, mais je vous parle du processus onusien. Voilà, est-ce que l'ONU... Non, la question de savoir si les États-Unis peuvent contraindre l'Algérie à faire quoi que ce soit, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est ça qui va se passer en octobre prochain, c'est l'Organisation des Nations Unies qui devra se prononcer sur la question.
Oui, c'est Kardoudi. Si les États-Unis ne font pas pression sur l'Algérie, l'Algérie va continuer à avoir la même position. Et par exemple, je suis sûr qu'ils n'accepteront pas de retourner aux tables de négociation. Ils l'ont refusé. Ils ne vont pas perdre la face et dire justement, oui. est-ce que l'ONU peut contraindre l'Algérie à... Même, je vous le dis, c'est Abdel, Oui. même si l'ONU le met dans la résolution, d'ailleurs il l'avait mis dans toutes les résolutions précédentes, eh bien l'Algérie a dit non, moi je ne veux pas participer. C'est sa position officielle que je ne partage pas. Elle dit moi je ne suis pas partie prenante de ça. Donc c'est pour cela que j'insiste, je termine, pour que l'Algérie puisse changer de position, il faut une pression forte, notamment des États-Unis, en jouant sur la question de passer le Polisario dans la liste du terrorisme. Il dit, si vous ne changez pas votre position, nous allons mettre le Polisario dans la liste du terrorisme et nous avons demandé à nos alliés, tous, de mettre le Polisario dans la liste du terrorisme. Ça, c'est un argument que l'Algérie ressent elle-même. Et donc, j'espère qu'il y aura cette pression et qu'en octobre, à ce moment-là, et je suis d'accord avec vous, la résolution du mois d'octobre 2025 sera différente de celles qui ont eu lieu tout auparavant, parce que les choses ont changé. Donc, il y aura une résolution différente et plus favorable au Maroc. Et Sindiati, oui, sur cette question d'Algérie ? Ajouté à la pression américaine, il est important également de mettre en avant que les alliés historiques de l'Algérie dans les relations internationales depuis la seconde moitié du XXe siècle, la Russie mais également la Chine, s'éloignent de plus en plus de l'Algérie. Non pas uniquement sur la question du Sahara marocain, mais également dans l'ensemble de sa politique étrangère et de son intégration également au sein de leur partenariat multidimensionnel. On a vu... Puisque ces deux pays ont compris que leurs intérêts ne vont pas avec un régime complètement suicidaire. Totalement. Les Russes et les Chinois sont pragmatiques, vous savez. Très pragmatiques. C'est vrai qu'il y a eu un changement, on l'a senti dernièrement, sur le soutien, entre guillemets, que ces deux pays-là apportaient auparavant idéologiquement et économiquement à l'Algérie. Absolument. Sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur le plan matériel et militaire. Et puis on peut voir également que les nouvelles routes de la soie menées par la Chine depuis le début du XXIe siècle, l'initiative de Belt and Road, limite de plus en plus les routes également algériennes. Les routes algériennes deviennent des routes marocaines. La Chine privilégie de plus en plus le Maroc comme acteur majeur de son intégration au sein du marché africain. Il y a de plus en plus de négociations entre Pékin et Rabat pour avoir aussi une intégration plénière à la fois à Tanger Med et à la fois au port de Dakhla Atlantique. Donc il y a en fait un positivisme économique entre Pékin et Rabat qui isole de plus en plus l'Algérie. Sur la Russie, la priorité n'est plus également de soutenir l'Algérie, elle est sur le front militaire, sur la question russo-ukrainienne. Vladimir Poutine essaye de terminer ce conflit le plus rapidement possible avec les volontés russes et les questions géostratégiques et d'intérêt donc de Moscou. Donc moi, je pense que vraiment au niveau de la sémantique politique menée ces derniers mois, le refus également de l'intégration de l'Algérie au sein des BRICS l'année dernière, le fait également de mener clairement une volonté de l'Algérie de se rapprocher, d'essayer de convaincre la Chine de continuer à être ce partenaire privilégié et que la Chine tourne le dos clairement désormais à Alger, montre que la dynamique peut être vraiment excellente. Moi, je pense vraiment que cette session d'octobre peut avoir de véritables surprises, étant donné que, par exemple, au début de l'année 2025, on ne pensait pas clairement une position claire du Royaume-Uni.
On disait que le Royaume-Uni va continuer à être pragmatique, va continuer à être dans cette neutralité, dans ce dialogue un petit peu plus neutre. Ce n'est pas le cas. Le Royaume-Uni a clairement reconnu le plan marocain. Je pense que la Chine, au cours de cet été, ou plutôt à la rentrée de septembre, pourrait également marquer le pas afin d'isoler la position russe, une position abstentionniste qui convaincrait en fait pleinement la stratégie marocaine. Une dernière question sur un personnage que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent. Il s'agit de Staffan de Mistura, c'est l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies sur le dossier du Sahara. C'est lui, chaque année, qui présente son rapport au secrétaire général de l'ONU sur cette question. C'est lui aussi qui fait sa tournée régionale, traditionnellement. Bon, l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière, oui, il avait fait une petite escale en Afrique du Sud que les uns et les autres ont eu du mal à comprendre. Il a ressuscité une idée farfelue de partition du territoire. Entre-temps, la donne a changé. Est-ce que vous pensez qu'il changera de discours ? Il changera de discours. Vous savez, c'est un diplomate, comme on dit, chevronné. Ah bon ? Et puis les faits sont là. Les faits sont là. Il ne peut pas La marge de de Mistura est très étroite actuellement. Pour moi, elle est très étroite. Et donc, il doit suivre exactement ce que va dire le Conseil de sécurité. Si, par exemple, comme je vous l'ai dit, le Conseil prend une résolution contraignante en disant à l'envoyé personnel de Mistura, vous allez reprendre le dossier, mais uniquement dans le cadre du plan d'autonomie du Maroc, il sera obligé de le faire ou bien il donnera sa démission. C'est pour cela que je dis de Mistura ne jouera plus aucun rôle important. Il va suivre ce que va dire le Conseil de sécurité. Yacine, pour conclure ? Oui, de Mistura est de plus en plus isolé, étant donné que la proposition américaine est de plus en plus claire au niveau du plan d'autonomie mené par le Maroc. La France également et le Quai d'Orsay isolent de plus en plus également le récit proposé par de Mistura. Le Royaume-Uni, en plus, lors de cette année 2025, de Mistura sera obligé de s'aligner parce qu'autrement, il perdrait véritablement en crédibilité, il perdrait également en légitimité, et puis de Mistura, bien évidemment, pense également à sa carrière d'émissaire et ne souhaite pas être à l'encontre de cette dynamique onusienne qui est contraire à ce qu'il a proposé l'année dernière, comme vous l'avez très bien évoqué, qui est en fait une proposition complètement lunaire dans l'ordre diplomatique. Donc je pense que de Mistura va s'aligner sur la proposition américaine et surtout va voir la dynamique ces prochaines semaines du Congrès qui validerait donc le Polisario comme groupe terroriste, et cela amènerait encore un peu plus d'isolement de cet émissaire donc onusien. Eh bien, on suivra avec beaucoup d'intérêt l'évolution de ce dossier. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu favorablement à mon invitation ce matin. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres sujets de débat. La suite des programmes sur Atlantic Radio, ce sera avec Karim Droné et le journal de 9h30.